travail et pour l'esprit dans lequel vous l'avez fait. Alors la logistique. Alors vous nous dites, la logistique c'est quand même 10% des emplois, c'est 1,8 milliard, tout ça c'est vrai. Et pourtant c'est très méconnu en France. On sait que ça existe, mais là où des secteurs ou des filières industrielles ou de services ont des lettres de noblesse, l'aéronautique, le luxe, les services bancaires, la logistique fait office, non pas je dirais de parent pauvre, mais de parent méconnu. Pas sûr qu'il soit pauvre comme parent, mais il est méconnu. Et ça se voit à la fois dans la structuration de la filière, ça se voit dans les dimensions universitaires que l'on peut présenter, ça se voit aussi d'une certaine façon dans la façon dont les pouvoirs publics appréhendent la logistique par rapport à la façon dont ils appréhendent d'autres types de filières, là où il y a des filières très structurées et qui sont traditionnellement regardées comme étant assez nobles dans l'esprit français, vous avez une organisation de l'État qui est capable de répondre. Alors, certains amoureux de l'État vous diraient de précéder, de répondre et de se mettre en miroir par rapport à cette belle organisation. Et s'agissant de la logistique, on a, j'allais dire, le même éclatement que vous avez très bien souligné et que je vois à l'œuvre depuis de nombreuses années et qu'il nous faut corriger. Vous avez dans votre rapport, pardon, je vais prendre mes notes parce que je ne veux pas oublier. Vous avez fondamentalement distingué ce que nous pouvons faire en termes de gouvernance et ce que nous pouvons faire en termes de transformation, de mesures opérationnelles. Je voudrais revenir sur cette distinction parce qu'elle me semble très bonne, elle me semble faire écho au constat que vous avez formulé d'un très grand éclatement de la filière. D'abord, oui, on doit pouvoir, probablement sans trop de difficultés, améliorer la structuration de la filière. Faire en sorte qu'elle soit plus rassemblée, qu'elle porte un discours qui soit plus homogène, avec des dynamiques qui permettent de prendre de l'importance, de bien faire mesurer les problèmes par les pouvoirs publics, et pas seulement d'ailleurs par les pouvoirs publics, bref, qu'elle existe véritablement. Aujourd'hui, je vous rejoins volontiers, c'est l'éclatement qui prévaut entre métiers, entre transporteurs routiers parfois, et puis chargeurs, et on n'a pas la totalité de la filière comme interlocuteur, et c'est probablement une mauvaise chose. L'idée de créer le comité exécutif que vous évoquez me semble une excellente idée. L'idée de faire à intervalles réguliers un comité interministériel, j'ai bien conscience que pour le grand public, tout ça, c'est du latin, dans le meilleur des cas. Mais c'est très important en termes de structuration de la filière. Alors moi, je vais vous dire une chose, il se trouve que pour plein de raisons liées notamment à ma ville d'origine, ces sujets de logistique à la fois me passionnent et je sais leur importance. Je ferai en sorte que le premier comité interministériel en la matière, c'est moi qui le préside. On le fera, si vous voulez bien, en début de l'année prochaine, ce qui nous permettra de travailler un petit peu sur les mesures à mettre en œuvre que vous proposez, et on installera ce comité interministériel, on le fera au début de l'année prochaine, je le présiderai avec les secrétaires d'État et les ministres concernés, pour essayer de donner un peu d'avance et un peu de dynamique à ce sujet. Donc, toute la question organisation filière, l'État a sa part à jouer, vous avez la vôtre, je vous fais assez confiance pour être capable de vous mettre d'accord et pour piloter cette affaire, il faut qu'on soit à la hauteur. Ensuite, vous avez la question des éléments opérationnels qu'on peut mettre en œuvre. Je voudrais juste, avant de parler des éléments opérationnels, dire une chose que je crois depuis longtemps, qui n'est pas suffisamment perçue en France, qui me semble essentielle, c'est rappeler que mettre en œuvre une politique de développement, d'amélioration, de développement de la filière logistique, c'est mettre en place une politique industrielle. Je m'explique. La logistique, au fond, c'est la circulation des flux dans une économie mondialisée. Alors, il y a des gens qui ne supportent pas l'idée d'une économie mondialisée. Donc la logistique, c'est mal. Vous êtes les suppôts de l'économie mondialisée. Je déteste. Bon. N'empêche que c'est un fait, on vit dans une économie de flux. Et la logistique, c'est l'art de les organiser, de les délivrer, de faire en sorte que l'organisation économique puisse prendre en compte ces flux. On vit sur des grandes routes. J'ai un souvenir, non pas cuisant, parce qu'à l'époque je n'étais pas directement concerné, mais durable, de ce qu'avait dit à l'époque un grand industriel qui intervenait dans la sidérurgie, et qui avait dit, au début on s'est mis près du minerai, ensuite on s'est mis près du charbon, et maintenant la seule chose qui nous intéresse c'est de nous mettre près de la route.
Parce que le minerai, on va le faire venir, le charbon, on va le faire venir, donc il faut se mettre près de la route, là où il va y avoir des flux logistiques faciles à appréhender, pour ne pas organiser les flux en fonction de la localisation du minerai, mais pour bien organiser les flux à partir de là où c'est. Autrement dit, capter les flux, massifier les flux, c'est favoriser l'implantation industrielle des centres de production. Alors évidemment, la logistique va avec la production, vous l'avez dit, mais la production va avec la logistique. Et donc tout ce qu'on fait pour capter les flux, les fluidifier, faire en sorte d'être en matière logistique compétitif par rapport à nos voisins, c'est au fond de la politique industrielle. C'est au fond de la création de richesses en France. C'est pas toujours facile à expliquer, mais en fait je pense qu'il faut le faire, et qu'il ne faut jamais arrêter de le faire. Parce que notre objectif, ce serait plutôt, pour reprendre une formule que j'aime bien dire, faire en sorte que la politique de la logistique, que le développement de la logistique se fasse à l'endroit plutôt qu'à envers. Et trop souvent, le développement de la logistique, pour la France, en tout cas la logistique portuaire, il se fait à Anvers ou à Rotterdam. Donc préférons le faire à l'endroit plutôt qu'à Anvers. Et ce sera une politique industrielle, ce sera une politique de production, de création de richesses, de création d'emplois sur notre territoire national. Bien sûr, il n'y a pas que la logistique portuaire, puis on aime beaucoup, il y a la logistique aéroportuaire, on aime bien aussi. Enfin, quand on regarde les 4 grands sites et les 4 grands enjeux nationaux de la logistique, on ne se trompe pas, hein, c'est Marseille, Le Havre, Roissy et Dunkerque. Après, il y a beaucoup d'autres endroits où la logistique est essentielle. Mais les 4 poumons, si j'ose dire, de la logistique, c'est quand même ces 4 sites, des aéroports, enfin des ports et des ports. Bon. Sur les mesures opérationnelles que vous proposez, sur l'unicité, contrôle à la frontière, le référent unique, le point unique, enfin la simplification, le caractère plus fluide des procédures, vous avez parfaitement raison. Je ne vais pas vous raconter ma vie au quotidien, mais quand même un exemple parce qu'il est intéressant. On est en train en ce moment, et ça vous intéresse tous, j'en suis sûr, de réfléchir à la mise en œuvre d'un Brexit, dans l'hypothèse de plus en plus probable, d'un Brexit sans accord. Ça pose des questions de fluidité des flux considérables que vous avez tous en tête et sur laquelle je suis sûr vous avez déjà pas mal réfléchi. Nous, ça nous pose des questions de sécurité, en termes de contrôle de la marchandise qui entre, et de développement économique pour les acteurs français qui ont besoin de pouvoir passer sans trop. Ça nous pose plein d'autres problèmes, mais je reste là-dessus. En faisant un certain nombre de réunions pour être certain qu'on était bien au rendez-vous, je me suis rendu compte de quelque chose que pour le coup j'ignorais, c'est que le contrôle des flux de ce type-là, en matière alimentaire, il y avait au moins 3 acteurs dans l'administration. Les douanes, on peut comprendre. Les services vétérinaires, on peut comprendre. Et la DGCCRF pour le bio. Mais juste pour le bio. Et oui, mais pourquoi? Et quand vous posez la question, la réponse est assez incertaine, honnêtement. Et vous n'êtes pas fasciné par l'intelligence du choix qui a procédé au fait qu'il y a 3 acteurs publics de l'État qui interviennent pour des secteurs qui sont... On doit pouvoir faire mieux. En tout cas, on doit pouvoir faire en sorte que ce soit plus simple pour l'usager. Et donc, l'idée de tester rapidement, dans un certain nombre d'endroits, à Dunkerque peut-être, au Havre aussi, un référent unique, un point d'entrée unique, quelqu'un qui est pour le compte de l'ensemble des services de l'État est le seul interlocuteur et est capable d'aller vite dans le process qu'il met en œuvre, on doit pouvoir le faire, on doit pouvoir le faire avec vous, on doit pouvoir le faire sans rien enlever des impératifs de sécurité, de contrôle de la matière fiscale, qui sont parfaitement légitimes et qu'on doit prendre en compte, mais on doit pouvoir le faire et on va essayer de le tester au moins rapidement. Sur les éléments relatifs à la fiscalité que vous avez indiqués, et je vous suis très reconnaissant d'avoir dit, j'espère que ça a été bien noté, que le sujet était moins le taux que l'incertitude sur l'assiette. Parce que je pense que vous avez parfaitement raison, le sujet est moins le taux on les connaît, je ne dis pas que vous êtes enchanté des taux qui prévalent, je suis certain que si on vous les disait qu'elles étaient un peu plus bas, vous les prendriez. Mais au fond, ce n'est pas tellement ça le motif d'incertitude, et vous pouvez vous organiser là-dessus. Le vrai motif d'incertitude, on le connaît, c'est les questions de requalification de l'assiette, de est-ce que c'est un établissement industriel, et c'est vrai qu'il y a là quelque chose où on a une forme d'instabilité qui ne va pas bien, et donc il faut qu'on clarifie, et on va essayer de le faire rapidement. Je crois que dans le PLF 2020, vous n'avez rien entendu, mais la secrétaire d'État a raison. Et donc on a essayé d'avancer l'année dernière, on va compléter ça cette année.
Mais on vous doit, et on doit aux acteurs économiques, pas simplement à vous, mais on doit aux acteurs économiques une forme de limitation de l'incertitude sur des éléments aussi importants que les éléments d'assiette fiscale. C'est pas acceptable. Donc de ce point de vue-là, le message est bien entendu. Sur les questions de procédure d'installation, là encore, on ne va pas se raconter de blagues, on est au confluent d'impératifs qui parfois sont un peu orthogonaux. Vous voulez aller vite, parce que derrière il y a l'agilité, il y a la réactivité, il y a le commercial et opérationnel. Mais il faut aussi respecter un certain nombre de règles en matière d'installation, de sécurité, d'impact environnementaux, ça existe, c'est pas un gros mot, au contraire. Donc comment est-ce qu'on fait? D'abord, je trouve qu'on serait bien inspiré, peut-être est-ce déjà le cas, mais enfin on devrait pouvoir développer, le fait de considérer que tout ne se vaut pas exactement. Quand vous construisez un entrepôt, et c'est le cas ici, dans quelque chose, dans un espace qui est une friche industrielle ou une friche commerciale, c'est pas comme vous construisez en plein champ, c'est pas vrai. Vous ne faites pas de l'artificialisation, vous ne faites pas de l'impact environnemental. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais vous ne faites pas de l'impact environnemental dans les mêmes conditions quand c'est en plein champ, quand c'est en périphérie urbaine. Bon. Donc déjà, on doit pouvoir faire de la souplesse et se dire que, effectivement, pour aller un peu dans l'excès, dans la caricature, quand vous êtes dans une zone de friche et que vous construisez un entrepôt 4 ans après avoir construit le premier, on doit pouvoir comprimer les délais. Je ne crois pas que ce soit une insulte faite à des impératifs qui, par ailleurs, sont extrêmement importants, de préservation de l'environnement, pas trop de sujets là-dessus. Ensuite, on doit pouvoir faire une différence entre les espaces dans lesquels il y a des matières, des techniques qui sont plus susceptibles de créer un sujet de risque. On ne traite pas, j'imagine, de la même façon. Il ne faut pas traiter de la même façon un entrepôt quand il y a de la poussière bois, quand il y a des matières... Et quand on est dans du sec, si je veux dire, on doit pouvoir imaginer des processus différenciés. Il y a un parlementaire que j'ai chargé d'une mission consistant à voir comment est-ce qu'on pouvait, sans sacrifier, encore une fois, je le dis, parce que c'est important, aux impératifs auxquels nous croyons, de sécurité, de préservation de l'environnement, comment est-ce qu'on peut accélérer, raccourcir les procédures d'installation. C'est le député Casbarian qui va nous rendre son rapport assez vite, la semaine prochaine, voilà, c'est ça, et qui porte sur les installations classées notamment, mais c'est pas sans lien du tout avec un certain nombre d'entrepôts, puisque un certain nombre d'entrepôts relèvent de cette législation, et on va essayer de faire en sorte d'améliorer les choses, de vous donner plus d'agilité et plus de réactivité dans les propositions et dans les constructions que vous pouvez faire, et on voit bien qu'il y a là, ça reboucle sur ce que je disais auparavant. Être capable de capter les flux, c'est créer des emplois et c'est créer de la valeur sur notre territoire. Donc c'est une politique industrielle et elle est parfaitement respectable, au même titre que beaucoup d'autres politiques industrielles ou beaucoup d'autres politiques de l'emploi. Donc là aussi, on devrait pouvoir, dans les semaines qui viennent, intégrer ce que vous nous dites grâce aux propositions du député Casbarian. Sur l'information, là, je veux bien vous aider, mais il va falloir m'aider à vous aider. Parce que vous avez raison, on a un sujet de formation, vous le disiez tout à l'heure, il y a plus de 470 écoles ou centres de formation sur la logistique, ce qui est à la fois beaucoup, peut-être même beaucoup. Bon. Et en même temps, on a une forme de trop faible identification de l'intérêt que la logistique peut avoir et des mécanismes qu'on peut mettre en œuvre. Une anecdote qui est éloquente sur les questions d'appropriation par la recherche. Il se trouve qu'au Havre, il y a une université remarquable, qu'à l'intérieur de l'université remarquable, il y a une école d'ingénieurs intégrée remarquable, qui s'appelle l'ISEL, qui fait de la logistique, c'est spécialisé sur la logistique, merveilleux. Il y a 10 ou 15 ans, quand je parlais avec l'université, que je leur dis c'est quoi vos grands programmes de recherche, ils me présentaient leur grand programme de recherche. Il n'y avait pas un mot sur l'ISEL. Je leur ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a rien sur l'ISEL? C'est une école d'ingénieurs qui fonctionne vachement bien. Je dis, ouais, mais la logistique, c'est pas vraiment une matière universitaire. Alors on le disait pas totalement frontalement comme ça, parce qu'on voyait bien que c'était important. On était au Havre. C'est compliqué d'expliquer que la logistique, c'est pas une matière importante quand vous êtes dans un port qui fait 3 millions de conteneurs. Enfin, à l'époque, il n'en faisait pas 3. Mais il y avait cette espèce de réticence à considérer que c'était une matière... Parce qu'en effet, elle faisait appel à beaucoup d'autres matières universitaires, et que donc elle n'était pas chimiquement pure, et que comme elle n'était pas chimiquement pure, elle n'était pas chimiquement belle, et comme elle n'était pas chimiquement belle, eh ben, on n'est pas à regarder. C'est absurde, évidemment. Alors il y a quand même beaucoup d'endroits où on apprend la logistique dans des belles écoles supérieures, de belles universités,
Mais on a un sujet de formation supérieure, à l'évidence, et de recherche, de même qu'on a un sujet en matière d'apprentissage, et c'est là que je vous dis, je veux bien vous aider, mais il va falloir que vous m'aidiez à vous aider. Sur l'apprentissage, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp, on a fait une réforme de l'apprentissage avec Muriel Pénicaud pour faire en sorte que ce soit les filières qui soient susceptibles de déterminer leurs besoins et de créer les instruments qui permettent de former les gens et les salariés et les acteurs dont ils auront besoin le lendemain. C'est à vous de le faire. Il y a tous les instruments dans la loi pour que vous le fassiez. On a on a de très bons chiffres sur le développement de l'apprentissage. Avec, je crois, on est en train de dépasser une espèce de frontière culturelle sur l'apprentissage. Et il faut s'en réjouir parce que c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est maintenant aux entreprises, aux filières, de développer l'apprentissage. Et c'est à vous, en vous structurant, de mettre le paquet là-dessus, parce que je pense qu'en effet, vous obtiendrez d'excellents résultats. Autrement dit, je ne veux pas vous renvoyer la balle, mais un des grands objectifs de la réforme de l'apprentissage, c'était de permettre de vous dire à vous, ok, très bien, toute la balle est dans votre camp, et c'est à vous de le traiter, et vous avez les moyens de le traiter, et vous allez pouvoir le faire exactement comme vous le sentez. Donc là, il faut que, une fois la filière bien structurée, on puisse rentrer dans cette discussion pour que l'apprentissage se développe. C'est évidemment indispensable de le faire, mais c'est une responsabilité qu'on partage. Vous avez indiqué les éléments relatifs au transport routier. Je les entends d'autant plus dans le contexte que vous connaissez, que les acteurs du monde du transport routier connaissent et que je connais. C'est des sujets sur lesquels on va discuter. Je suis parfaitement conscient des sujets, je suis parfaitement conscient des enjeux. J'ai bon espoir qu'en discutant, on arrive à trouver des éléments qui rassurent là où il y a des inquiétudes. On a cette discussion devant nous. Je sais qu'elle est engagée sous l'égide du secrétaire d'État au transport, de la ministre de la Transition écologique, de la ministre du Travail, mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, et il faut aussi qu'on ose se dire qu'un des problèmes essentiels que vous avez évoqués, c'est la massification, et que là, franchement, on n'est pas bon. Alors, on n'est pas bon. Et puis, alors, c'est un problème d'infrastructure, puis c'est un problème de culture, c'est un problème de service, on n'est vraiment pas bon. Moi, j'ai des chiffres comme ça qui me trottent dans la tête, parce que je les connais. Donc, au Havre, c'est 85% de la marchandise qui arrive, qui part par camion. Enfin, je dis ça il y a quelques années, on doit être encore à 85%, avec une part du fret ferroviaire qui diminue, en pourcentage, en volume, enfin on n'est pas bon, et ça a un coût. Parce que le camion, c'est super opérationnel, super compétitif sur 200, 250, 300 km, c'est vrai. Enfin, s'il s'agit de dire que la logistique française va irriguer le centre de l'Europe, c'est moins pratique par camion, on a besoin de massifier, et là, de ce point de vue-là, on est très en deçà. Donc il y a un problème d'infrastructure, c'est un problème de l'État, qui est ancien, bon. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un problème d'acteurs industriels ferroviaires parfois, pas seulement ferroviaires. Donc il faut qu'on muscle très fortement notre jeu si on veut être compétitif là-dessus. J'en ai bien conscience, mais ça, c'est pas une mesure à 6 mois. Ça, c'est un effort très très long. On va prendre du temps pour essayer de relever le défi. Et puis vous avez évoqué la plateforme numérique, et là on serait impardonnable si on n'était pas bon. On serait impardonnable si on n'était pas bon, parce qu'on a tous les outils intellectuels, tous les acteurs intellectuels pour essayer d'améliorer les choses. J'imagine que la structuration de la filière va nous aider à créer des mécanismes. On sait qu'il y a en matière portuaire des initiatives intéressantes sur les axes. Alors, on a réussi à faire des politiques d'axes, mais on n'a pas encore une politique nationale. En tout cas, je sais qu'on y travaille, mais on n'est pas encore complètement. Il faut qu'on muscle le jeu. Parce que là aussi, c'est pas acceptable qu'un pays comme le nôtre soit en retard sur le caractère numérique des éléments liés à la logistique. Autrement dit, dans ce que vous nous proposez, nous allons prendre beaucoup, et dans la perspective de ce premier comité interministériel qui pourrait se tenir en tout début de l'année prochaine, je crois qu'on aura pas simplement des éléments sur lesquels on s'accorde, mais des mesures pratiques que nous prendrons, qui vous montreront que le travail que vous avez fait, et sur lequel je vais encore vous féliciter, n'aura pas vocation à être tombé dans l'oubli, mais bien au contraire à être transformé en mesures concrètes et, je l'espère, productives. Merci beaucoup.